Bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle vidéo de solidarité sur les impacts de la crise du Covid-19. On a réalisé déjà plusieurs vidéos de ce genre-là au cours des 2 derniers mois. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les conséquences du Covid-19, plus spécifiquement pour les femmes, et sur les réponses apportées par les mouvements féministes de différents pays en Europe à cette crise-là et sur un peu les mesures qui vont être proposées dans les temps à venir pour répondre à cette crise. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter les unes après les autres, préciser de quelle organisation vous faites partie et depuis combien de temps vous y militez assez rapidement? Peut-être Aurore pour commencer. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Aurore Quéclin. Je suis doctorante en sociologie autour de la question du genre. Je travaille sur la gynécologie médicale et je fais partie d'un collectif féministe, le collectif féministe révolutionnaire, qui se revendique du féminisme lutte de classe et qui s'est monté en fait suite à la mobilisation contre la loi travail en France en 2016. Donc, avec cette idée de faire un collectif féministe sur un peu deux axes, à la fois avec des étudiantes et à la fois avec des travailleuses. C'était un peu l'idée. Et là, récemment, il y a un collectif féministe révolutionnaire aussi qui s'est monté à Nantes. Donc, on essaye de se développer un peu sur toute la France. Voilà, et j'y milite depuis 2016, depuis sa création, quoi. Et pour achever ma petite présentation, j'ai récemment publié aux éditions Amsterdam, donc ça va bientôt faire 1 an, un petit ouvrage qui s'appelle La Révolution féministe, où je reviens notamment sur la théorie de la reproduction sociale. Je parlerai de ça plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Nadia? Voilà. Je milite dans le mouvement féministe Non Una di Meno, qui fait partie du mouvement féministe transnational qui s'est retrouvé autour du mot d'ordre de la grève féministe globale et qui est active en Italie depuis quelques années avec une nouvelle génération de jeunes féministes intersectionnelles. Et je suis militante aussi du mouvement politique Comunia, qui part de la pratique de l'autogestion pour autogestion en mouvement, donc une pratique d'autogestion conflictuelle, disons. C'est une organisation qui est un peu dans le cadre sympathisante de la 4e internationale. Merci. Julia? Bonjour et merci pour l'invitation. Je milite ici dans l'État espagnol à Anticapitalistas, qui est une organisation politique de la gauche radicale, de la gauche révolutionnaire. Et moi, je milite aussi dans les différents espaces des mouvements féministes à Zaragoza et aussi je suis été membre de la coordination nationale, on pourrait dire, de la grève féministe, le mouvement 8 de mars les dernières 3 années. Merci. Et finalement, Tamara? Salut à toutes, donc Tamara Knežević, je suis militante à Solidarité, donc mouvement politique, anticapitaliste, antiraciste, écosocialiste et féministe dans la partie francophone de la Suisse. Et je suis aussi très active dans la grève féministe, donc le mouvement qu'on a construit depuis 1 an et qu'on a eu une large mobilisation dans la société le 14 juin 2019. Et du coup, voilà, je suis très active au niveau local et je fais aussi partie de la coordination de cette même grève, mais au niveau roman. Voilà. Super, merci beaucoup à vous quatre en tout cas d'être là aujourd'hui. Et donc pour peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que Nadia, tu pourrais nous expliquer quelles ont été les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement donc, en Italie au moment
du pic de l'épidémie du Covid-19, d'abord pour l'ensemble de la population et puis de manière plus spécifique pour le personnel soignant et les professions qu'on appelle depuis quelque temps les professions essentielles, donc profession du nettoyage, profession de la vente, profession du soin à la personne, qui, pour le rappeler, sont donc des professions qui sont essentiellement féminines. Oui, donc je parle pour l'Italie, mais mes camarades peuvent aussi compléter, mais je crois que l'image est assez similaire dans les différents pays, malheureusement. C'est-à-dire le gouvernement italien enfin, notre pays a été touché le premier en Europe, mais malgré les informations qui circulaient déjà, notre gouvernement a réagi tardivement et confusément. Au début, en essayant de minimiser la gravité de la situation afin que la vie puisse continuer d'une certaine façon comme avant, et sous pression de l'économie, du patronat, pour donc surtout ne pas arrêter la production. Sauf courir au rempart après, quand on est arrivé assez vite à un pic de contagion qui n'était plus qui ne pouvait plus gérer. Enfin, on a effleuré l'effondrement du système sanitaire public, qui est le seul qui aurait dû être en mesure d'accueillir toutes les personnes malades. En fait, on a vraiment atteint un pic tel que les places dans les hôpitaux, surtout en Lombardie, n'étaient plus suffisantes. Et bon, tout ça, évidemment, je ne vais pas rentrer maintenant dans les causes de tout ça, mais c'est aussi un trait commun dans nos pays que la santé publique a été démantelée dans les dernières décennies à faveur de la santé privée, donc des profits. Et donc, ça a été catastrophique au moment de la pandémie. Donc, à un certain moment, il y a eu trop tard, donc il y a eu la réaction qui était celle du confinement, mais aussi là, des mesures contradictoires de confinement partiel. Donc, d'abord les écoles et des recommandations de télétravail où, comme vous savez, c'était surtout les femmes qui en ont profité, entre guillemets, c'est-à-dire elles se sont embarquées dans une plus que double journée de travail, en télétravail, plus le travail de reproduction et de soins des enfants, d'éducation, de soutien aux services didactiques. Bon, ça, et en même temps, encore l'ouverture des usines et de la production des grosses concentrations industrielles. Ce n'est pas par hasard que c'est là qu'il y a eu énormément de victimes de la pandémie. Et ce n'est qu'en dernière instance et sous la pression de grèves spontanées et des syndicats que finalement ces lieux de travail ont aussi été fermés pour une certaine période, pas tout. Mais... Bon, là, donc, les mesures de confinement aussi, c'était certaines zones, bon, donc, il y avait des grosses contradictions où il était clair que ce qui était central, ce n'était pas nécessairement la vie des personnes, mais ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire l'accumulation de capital, quoi. La situation sanitaire, bon, malheureusement aussi, le personnel sanitaire n'a pas été suffisamment protégé, ni les médecins de base, ni dans les hôpitaux, ni, ne parlons pas des maisons de repos. Donc là aussi,
le mot d'ordre, c'était faire semblant de rien au début, donc pas porter de masque pour ne pas épouvanter la clientèle. Et là aussi, il y a eu des dénonciations, soit des malades, des familles des malades, soit du personnel, pour que finalement ils soient équipés le minimum nécessaire. Mais ce n'est pas par hasard qu'il y a un énorme nombre de victimes parmi le personnel soignant et dont 70% sont des femmes. Parce qu'évidemment, elles sont très présentes dans ce secteur, soit comme médecins, soit comme infirmières, soit comme personnel de nettoyage et tout ça. Bon, en même temps, comme partout, je crois que plutôt que de reconnaître les causes structurelles de la pandémie et des mesures, le gouvernement et donc les masses médias ont culpabilisé les individus, donc les gens qui faisaient du sport en plein air, plutôt que maintenant qu'on est en phase soi-disant 2 avec la réouverture, les jeunes qui vont boire à Pau et pas du tout les gens qui doivent aller, qui sont obligés, les travailleuses et les travailleurs, d'aller au travail, donc d'utiliser les transports publics ou les usines et les endroits de travail qui, bon, souvent sont de petites et moyennes entreprises qui ne sont pas du tout contrôlées ni sanctionnées, tandis que les individus qui courent ou qui s'entreprochent les unes les uns des autres reçoivent des amendes. Et bon. Donc, voilà, ça c'est un peu le cadre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, autre, Aurore, Julia, Tamara veut ajouter quelque chose sur cette question-là. Ici, c'est presque pareil, alors on peut continuer sinon. D'accord, je pense que pour la Suisse et la France, de ce que j'en connais, c'est relativement similaire aussi. Donc, voilà, Nadia, tu as expliqué que la gestion finalement de cette crise de la part des gouvernements avait vraiment été dans une perspective où les profits sont passés avant la vie. Et puis, on a beaucoup entendu d'ailleurs ce slogan de la part de mouvements, notamment des mouvements féministes. Et du coup, comment, dans une perspective féministe, on peut un peu plus en profondeur analyser la gestion de cette crise? Est-ce qu'on peut dire concrètement aujourd'hui que les femmes ont été plus exposées en raison de leur genre à cette crise et à la manière dont elle a été gérée, pas seulement en termes de contamination, mais aussi en termes de comment ça a impacté leur qualité de vie, de comment ça a impacté leur organisation de vie, leur capacité sociale, économique, etc. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être, et qu'est-ce qu'on peut dire sur les femmes qui non seulement sont des femmes, mais qui en plus cumulent d'autres formes d'oppression en raison de leur race, du fait que ce sont des femmes non valides, que ce sont des femmes particulièrement pauvres, en situation précaire, etc. Est-ce que, Aurore, tu peux un peu nous dire quelque chose là-dessus ? Oui, pour commencer la réflexion, parce que je pense qu'on aura toutes des choses à dire sur ce grand sujet, mais il me semble que si on adopte un peu la perspective de la théorie de la reproduction sociale et dans la continuité vraiment de ce qui vient d'être dit, il y a un peu trois constats qu'on peut faire par rapport à la fois au fonctionnement du capitalisme et à la fois sur comment il s'est décliné dans ce contexte de crise du coronavirus. Le premier constat, on l'a dit, c'est que le capitalisme va toujours prioritariser la production des profits sur la vie, sur la reproduction des travailleurs et des travailleuses. Et ça, c'est au fondement même en fait de son fonctionnement, puisque en fait, le capitaliste, pour pouvoir continuer à se reproduire et à accumuler des profits, il a besoin d'être toujours dans cette logique de la production incessante. Et finalement, la première contrainte presque qui s'oppose à cette production, c'est la reproduction des travailleurs et des travailleuses. Idéalement, pour le capitalisme, un bon travailleur, une bonne travailleuse, c'est quelqu'un qui travaillerait 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, qui n'aurait pas besoin de dormir, qui n'aurait pas besoin de manger, qui n'aurait pas besoin de se reposer. Et donc, il va y avoir toute cette valorisation de ce qu'on peut appeler la sphère productive au détriment de la sphère reproductive. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que le corollaire, c'est que tout ce qui concerne la reproduction sociale, le travail reproductif, donc qui a lieu dans un triple espace, qui a lieu majoritairement dans l'espace familial, où là, il s'agit du travail domestique, la prise de soins, l'éducation des enfants, la nourriture, le soin de l'espace de vie commun. Deuxième espace, c'est les services publics, donc typiquement la santé, l'éducation. Et enfin, troisième espace, c'est les services à la personne, notamment le ménage, notamment les soins en personnes âgées, enfin bref. Donc ce travail reproductif qui se déploie dans ce triple espace, il est hiérarchiquement considéré comme inférieur, il est dévalorisé, il est même invisibilisé. C'est le cas notamment du travail domestique qu'on ne considère pas comme un vrai travail, qu'on considère même comme une capacité innée des femmes. Et une façon de limiter au maximum ce travail reproductif par rapport au travail productif, c'est notamment de le confier aux femmes. Et la théorie de la reproduction sociale fait l'analyse que la base matérielle en fait, de l'oppression des femmes, c'est précisément qu'elles ont à charge ce travail reproductif. Et donc, on va confier ce travail reproductif aux femmes, notamment et majoritairement dans le cadre de la famille, où il est effectué gratuitement, où il est invisibilisé et où, en fait, il va avoir le moins de coût social pour le capitalisme. Ça, c'est un peu la première leçon. Donc, on va valoriser au maximum la production au détriment de la reproduction. Donc, dans le cadre du coronavirus, là, le tableau que je procède, c'est un peu un tableau général, mais dans le cadre du coronavirus, c'est pendant des mois, en fait, on fait comme si de rien n'était. On continue la production, quoi qu'il arrive, et on laisse l'épidémie se développer et les centaines et milliers de morts et dizaines et centaines de milliers de morts venir, en fait, sans rien faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième leçon, à partir un peu de cette théorisation, c'est que par ailleurs, en fait, il y a une contradiction inhérente entre production et reproduction et que le capitalisme, à un moment ou à un autre, doit y faire face. Pourquoi? Parce que la production a néanmoins une limite. C'est que pour produire, il faut des travailleurs et des travailleuses. Donc, si on limite au maximum la reproduction, à un moment, on arrive à une crise de la reproduction, on arrive à ces dizaines et centaines de milliers de morts, et ça finit par jouer sur la production. Donc, même le capitalisme le plus débridé est obligé à un moment de faire machine arrière, et c'est un peu ce qui s'est passé avec justement les mesures de confinement qui, certes, étaient ni les bonnes mesures et qui ont été prises trop tard, mais à un moment, le capitalisme a été obligé de mettre une partie, en tout cas, et en essayant de limiter au maximum, mais en tout cas une partie de la production en pause. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que brusquement, on a un retournement dans notre vision de la hiérarchie entre le travail. Brusquement, le partage entre travail essentiel et travail inessentiel, il apparaît à nos yeux. En fait, on se rend compte que le travail reproductif, qui ordinairement est méprisé et dévalorisé et peu reconnu, en fait, c'est un travail essentiel. Et on se rend compte que ce travail, il est majoritairement, du fait de la construction historique et sociale, bien sûr, pris en charge par les femmes et que c'est elles qui se sont retrouvées en première ligne à l'effectuer et du coup à lutter contre le coronavirus, mais aussi à être touchées par lui. Donc, bien sûr, on l'a dit, on pense aux soignantes, aux caissières, mais aussi aux femmes qui ont eu en charge l'éducation des enfants au moment où où les écoles étaient fermées, qui ont dû prendre en charge justement l'ensemble de la maisonnée qui devenait le lieu de vie, donc le lieu vraiment central pour la survie de toute la famille et qui dans tous ces différents espaces ont été davantage exposés. Et enfin, troisième un peu bilan qu'on peut faire, mais je pense qu'on continuera à en parler tout au long de la discussion, c'est que néanmoins cette contradiction inhérente au capitalisme entre production et reproduction, le capitalisme il ne peut pas résoudre la contradiction tout seul, il ne va pas le faire, et in fine, la production finira toujours par reprimer sur la reproduction, et c'est ce qu'on voit avec le déconfinement qui a lieu à l'heure actuelle, qui est un déconfinement en plus qui est partiel, c'est un déconfinement sanitaire pour en fait permettre à la machine productive de se
se remettre en route, mais c'est même pas un déconfinement sur le point de vue de nos droits politiques et de nos libertés politiques, ce qui est quand même injustifiable en fait. Donc c'est déjà ça, mais bon, et on voit tout un nombre de mesures qui sont mal prises, mal faites, ou par exemple on réouvre les écoles alors que en fait les conditions ne sont pas données pour que les écoles jouent leur rôle d'école. C'est ce que disent les enseignants et les enseignantes, qu'en fait c'est pas une école, c'est une garderie d'enfants, mais dans le sens de presque une prison, quoi, où en fait on va la peur au ventre, on a peur d'être contaminé, de contaminer des enfants, enfin bref, tout ça uniquement pour permettre aux parents de reprendre le travail, quoi. Donc c'est vraiment la mise au travail généralisée, et bien sûr on met au travail, remet au travail tout le monde, alors qu'il n'y a pas de masque efficace, il n'y a pas encore l'accès aux tests massifs et des tests qui fonctionnent, et finalement ce qu'on essaye de faire, enfin ce qui est essayé de faire, c'est d'habituer un peu tout le monde à cette idée qu'il faut travailler malgré le virus, travailler malgré la mort, et que finalement il y a une part de mort irréductible à laquelle on doit s'habituer, on doit se faire. Et ça, je crois que la réponse féministe, c'est de dire non, en fait, on s'habituera jamais à ces morts et à ces mortes, et on refuse ça. Voilà, donc pour avancer des premières pistes là-dessus. Et donc, pour continuer un peu dans cette direction de justement des mouvements féministes qui ont eu quand même, voilà, qui se sont trouvés arrêtés d'une certaine manière dans leur force mobilisatrice, plus de possibilité de descendre dans les rues, plus de possibilité d'avoir des immenses manifestations féministes comme on le voit depuis 2-3 ans, et qui donnent vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Mais pour autant, on ne peut pas dire que les mouvements féministes se soient tus ces derniers mois sur cette crise et sur ce qu'elle met en avant. Est-ce que du coup, vous pourriez un peu, comme vous militez toutes dans des collectifs différents, dans des pays différents, mais dans une mouvance quand même qui se ressemble relativement et qui poursuit le même but, est-ce que vous pourriez un peu expliquer quelles ont été les réponses qui ont été apportées par les collectifs féministes dans lesquels vous militez dans le contexte dans lequel vous militez, et puis de la manière dont vous avez quand même réussi à vous organiser pour malgré tout défendre des revendications, avoir une visibilité et un peu publiciser, si je peux dire, donner à voir finalement en quoi cette crise impactait les femmes, et voilà. Donc je ne sais pas, peut-être que Julia, comme tu n'as pas encore parlé, tu veux commencer? Eh oui. Bon, premièrement, je crois que c'est important de comprendre que pas seulement le féminisme, mais presque tous les mouvements sociaux sont pas actifs maintenant. Il y en a des possibilités d'activités réelles, matérielles, dans la rue, etc. C'est tellement compliqué. Alors, la crise a trouvé les mouvements féministes, on peut dire, pas articulés, pas préparés pour la nouvelle situation. Plusieurs des activistes féministes sont maintenant en train de travailler dans les réseaux de support dans les quartiers populaires. C'est, je crois, le travail le plus important que nous, les féministes, faisons, mais pas avec des collectifs féministes, mais avec des collectifs plus larges des quartiers populaires, voilà. Je crois que les initiatives strictement féministes les plus intéressantes que l'on a eues ces 2 mois derniers sont été les campagnes de support matériel aux collectifs femmes spécifiques, spécialement au collectif des femmes qui travaillent des nettoyages, des soins, etc., mais aussi des collectifs de prostituées qui sont dans une situation vraiment compliquée maintenant parce qu'elles ne peuvent pas travailler, mais en plus, elles ne sont pas des travailleuses légales, alors elles ne peuvent pas arriver à aucune aide de l'État, aucune aide institutionnelle, etc. Alors, leur situation est vraiment dramatique avec les confinements. Alors, différentes associations, même des prostituées, même des
travailleuses de soins, travailleuses nettoyage, etc., et ont impulsé des campagnes économiques pour trouver des fondations collectives pour aider ces groupes de femmes. Et moi, je crois que c'est peut-être que cette initiative est peut-être les initiatives féministes, strictement féministes, les plus importantes que l'on peut trouver maintenant. Et nous avons eu plusieurs débats online, etc., discussions online, sur lequel est le rôle des mouvements féministes maintenant, parce que c'est clair que la situation a changé radicalement. Et personnellement, moi, je crois que nous devons faire un travail très grand dans la question matérielle. La question des supports matériels et des campagnes d'aide matérielle réelle aux femmes les plus précarisées. Et parce que maintenant, il va être très compliqué de faire politique en général, d'avoir des meetings, d'avoir des réunions, d'avoir des grands manifs. Il va être presque impossible les prochaines périodes, je crois, tristement. Et peut-être nous devons commencer à penser avec un critère plus de l'urgence sociale. Lesquelles sont les initiatives, lesquelles sont les mesures ou les revendications les plus urgentes socialement et donner tout notre travail là, dans ces questions-là, pour aider les femmes les plus marginalisées, les plus précarisées, etc. Merci beaucoup. Tamara, tu peux dire sur le mouvement en Suisse? Oui, bien sûr. Bah, déjà, je suis vraiment d'accord avec ce que le camarade avait dit. En Suisse, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé avec ces confinements parce que c'est quand même un pays très capitaliste. Et puis, je trouve que cette crise, en fait, ce qu'elle a permis de mettre en lumière ou de mettre en avant, bah, c'est vraiment cette contradiction justement entre l'économie et la santé. Et puis, je pense que bah, la population ici s'est enfin rendu compte, en fait, à vous, bah, voilà, quelles sont les conséquences, en fait, des mesures de notre gouvernement, qu'on fait tout pour relancer l'économie, mais qu'au final, au niveau des conditions de travail, ben, elles ne sont fait que de se détériorer. À titre d'exemple, juste, bah, on avait bah, voilà, la loi sur le travail qui a été vraiment vidée de son sens en Suisse pour les soins hospitaliers, les infirmiers, infirmières, médecins et tout ça. On leur a vraiment minimisé leur durée en fait, de pause ou comme ça. C'est des personnes qui n'ont même pas pu prendre des vacances. Enfin, c'était assez incroyable. Et puis même au niveau économique, bah, on se rend compte que maintenant, bah, ce sera en fait aux salariés de payer dur cette crise. Et aussi, ce qui a été dit avant par Aurore et Julia, on avoue aussi en fait que les systèmes en Suisse bah, a oublié toute une partie de la population. Et comme par hasard, bah, cette population est quand même féminine, se retrouve dans des métiers et professions non reconnus, notamment, comme disait Julia aussi, les travailleuses domestiques, donc les femmes de ménage, qui, elles, n'ont pas du tout bénéficié en fait, de mesures de chômage technique, de chômage partiel. Elles n'ont pas du tout été comprises dans ces systèmes d'aide publique parce que, bah, voilà, soi-disant, c'est trop compliqué. Elles ont plusieurs employeurs. Donc, on a vraiment ce secteur comme l'économie domestique qu'on considère en Suisse faisant partie en fait des secteurs informels d'économie. Alors que voilà, de même pour les travailleuses de sexe, donc en Suisse, il faut le dire, c'est une activité qui est légale et malgré tout, bah, ces personnes n'ont pas du tout été prises en compte, elles n'ont pas du tout été considérées et en plus au niveau des différentes ordonnances qu'on a reçues et tout, bah, leur activité est suspendue jusqu'au mois d'août alors qu'on a eu aussi 3 vagues de réouverture le 27 avril, le 11 mai et puis 8 juin où on a plein de commerces qui réouvrent, l'économie est vraiment relancée. Mais voilà, on voit quand même que certains secteurs, bah, en fait, voilà, on ne leur vient pas en aide. Et du coup, je trouve que c'est aussi là, en fait, où le mouvement féministe a pu mettre, en fait, deux doigts sur ça. Et en tout cas, le mouvement féministe en Suisse, nos différents collectifs de la grève, qui ont été vraiment très forts. Et puis là, bah, dans quelques semaines, ça sera 1 an de notre bah, plus grande grève féministe, quoi. On a pu vraiment sortir, en fait, un programme ou en tout cas, le 1er mai, on a sorti un document, des pistes de réflexion qu'on a nommé pour une sortie féministe de la crise de Covid. Pour l'instant, en Suisse, il n'y en a aucune. En fait, on a vu
aucun d'autre programme féministe qui proposait ça. Nous, on s'est quand même pas mal inspiré aussi de ces manifestes des féministes marxistes, de nos camarades qui ont sorti 7 thèses importantes. Et du coup, bah, voilà, on dit, on met plusieurs choses en avant. Il y a tous ces débats entre les activités sociales et non essentielles. On se rend compte que les femmes font partie majoritairement de ces tâches essentielles, de la reproduction sociale. Du coup, voilà, nous, on demande le plus, en fait, la révalorisation salariale et puis reconnaissance sociale, en fait, de tous ces métiers. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Julia. Je pense qu'en fait, le défi maintenant du mouvement féministe, c'est vraiment de mettre en avant, en fait, cette marge, de vraiment ramener cette marge au centre, comme le disait aussi Bell Hooks, et de vraiment, en fait, visibiliser, bah, voilà, toutes ces professions féminisées qui sont largement oubliées par le système. Et je pense aussi qu'en fait, en tant que féministe, ce que disait Nadia dans son introduction, comment dire, beaucoup de gens pensent, bah voilà, toute cette crise, elle est arrivée, c'est à cause du Covid et tout, mais on sait très bien que structurellement, en fait, la cause principale, c'est le capitalisme, le système, en fait, qui fait constamment la quête au profit au détriment de la vie, qui met au centre les profits et pas la vie. Et du coup, je pense qu'en tant que féministe, c'est aussi notre tâche principale de montrer la causalité entre justement le système capitaliste, le système patriarcal et raciste qui exploite toutes les personnes, et notamment des femmes, des personnes migrantes, non blanches, précaires. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut maintenant mettre en avant. Mais en effet, c'est pas évident parce qu'on est voilà, on a des interdictions de nous rassembler politiquement. C'est compliqué en fait de faire des manifestations. Mais on essaie de produire des communiqués, de nous organiser. Et puis, on parlera peut-être à la suite de comment on prévoit bah, voilà, marquer le 14 juin 2020. Ça va faire 1 an de la grève. Donc voilà, je laisse la parole aux autres. Merci. Est-ce que, Aurore, tu peux dire quelque chose sur le mouvement féministe en France? Oui, alors c'est pas exactement la même situation en France que dans le reste de l'Europe, comme vous l'avez évoqué. Disons qu'en France, le renouveau féministe, il était en train d'arriver au moment où le Covid est arrivé, en fait. On n'a pas eu une nouvelle vague féministe aussi forte que dans l'État espagnol, en Italie, en Suisse ou en Belgique, en France. Et ça commençait un peu à arriver. Et en gros, le coronavirus est arrivé aussi juste après. Donc nous, on en serait plutôt encore à l'étape d'essayer de structurer les colères féministes et de se structurer entre nous. Et ça a été porté notamment par le collectif Tout en Grève, qui est un collectif toulousain, qui a organisé donc pendant voilà, toute la période là, de confinement un peu une tentative de fédération des différents collectifs en faisant des rencontres virtuelles, et qui a fait un appel à une journée de mobilisation féministe pour le 8 juin. Donc qu'un certain nombre de collectifs féministes ont signé, et on espère que ça va prendre. Mais nous, c'est plus encore, en tout cas moi c'est mon appréciation, à l'état un peu de test, parce que certes on a eu des bons résultats en termes de mobilisation pour le 25 novembre et le 8 mars, mais on n'a pas eu l'effet un peu vague qui renverse tout sur son passage. Donc on est un peu dans l'attente. Sinon, il y a quand même eu quelque chose qui a été obtenu féministement là pendant le confinement qui est important. En fait, il y a eu un manifeste féministe qui a été porté notamment par des soignantes, notamment par Maud Gély, qui était intervenue dans un live du NPA pour le présenter, qui était l'idée que comme avec le confinement, il y avait des complications en termes d'accès à l'IVG, et aussi une peur en fait de se rendre à l'hôpital pour réaliser les IVG. Il y avait une nécessité de revoir à la fois les délais et les conditions des IVG. Et c'est intéressant parce que à la fois c'est lié aux conditions spécifiques qu'on traverse, mais ça peut aussi être une revendication plus globale d'allonger les délais, de faciliter encore l'accès à l'IVG. Et puis on est dans un contexte d'austérité sanitaire, donc il y a aussi énormément
énormément de centres IVG qui ferment. Donc, c'était bien de porter ça. Et on a quand même obtenu une petite victoire, mais une victoire quand même, qui a été que le délai pour l'IVG médicamenteuse à la maison a été allongé. Parce qu'avant, il y avait 2 semaines d'aménorrhée en moins à la maison possible qu'à l'hôpital. Et là, ça s'est équilibré pour permettre en fait aux femmes d'avoir accès à l'avortement plus longtemps sans avoir à aller à l'hôpital. Donc ça, c'est une petite chose, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire dans d'autres pays sur ces questions-là et avancer sur ce front, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que Nadia, tu peux aussi nous dire quelques mots sur comment ça s'est passé en Italie? Ben, c'est un peu comme ce que Julia a expliqué, mais même si pas à un niveau aussi capillaire, probablement correspondant au niveau de enracinement du mouvement féministe dans notre pays. Et donc, la question de l'urgence, des besoins matériaux, bon, on a des brigades de solidarité qui sont soit à partir du mouvement féministe que d'autres mouvements sociaux qui sont des groupes d'aide aux personnes les plus en détresse, disons, sur des questions très matérielles, parce que bon, en Italie comme en Espagne, dans l'État espagnol, la structure de l'emploi, c'est quand même qu'il y a énormément de gens qui ont des emplois précaires ou qui travaillent en noir et qui tombent en dehors des systèmes d'aide de l'émergence, où en plus l'Italie est très connue pour sa bureaucratie, donc il y a même pour pouvoir atteindre, pour pouvoir puis, donc, comment on dit, obtenir les mesures d'aide pour avoir vraiment accès à ces mesures d'aide, il faut parfois des semaines et des mois, tandis que les gens n'arrivent plus à la fin du mois vraiment au niveau alimentaire. Donc, on a institué des groupes, des lignes téléphone aussi, pour aider les femmes et les gens à obtenir ce dont ils ont théoriquement droit, et aussi pour les mettre en contact avec des centres spécialisés d'aide, par exemple au niveau de la violence domestique. Donc, on reçoit des coups de téléphone et qui portent un peu sur tout. Ça peut être l'impossibilité de sortir de la maison, la pauvreté absolue, mais aussi la violence domestique. Et donc, évidemment, dans un régime de confinement, il est clair que les femmes qui vivent dans une telle situation ont beaucoup plus de problèmes en ce moment aussi pour se rendre au centre d'aide. Et donc, nous, on les met en contact avec des assistantes qui peuvent quand même prêter leur aide, même dans cette situation de confinement. À part ça, donc les brigades de solidarité et les lignes d'aide téléphoniques, le mouvement Non Una di Meno a beaucoup travaillé en ligne, évidemment online, en fournissant, par exemple, au niveau de l'éducation, en fournissant des leçons d'éducation sexuelle, éducation de genre, pour les lycéens, pour les élèves. Donc, en alternative ou en supplément aux leçons fournies par les écoles. Et qui sont quand même suivis. Et aussi, on a une fréquence radio qui a été instituée pour le 8 mars, mais qu'après on a gardé quelques heures par semaine aussi
où on fait un programme féministe. Bon, mais on travaille plus en petits collectifs, disons, avec des objectifs précis, que ce soit la ligne d'aide, la préparation des cours ou la radio, plutôt qu'en assemblée générale qui est plus difficile. Bon, on en fait aussi, mais c'est plus difficile à gérer quand même, c'est plus fatigant. Ça, c'est un peu, on sent fortement l'envie, le besoin de redescendre dans la rue et on craint d'avoir perdu quand même de visibilité pendant ces mois de confinement. Merci beaucoup pour vos réponses. Je trouve que c'est quand même très fort de voir que dans nos différents pays, les mouvements féministes ne se sont pas laissés arrêter. Et je pense que ce que tu disais, Aurore, sur les fenêtres pour gagner des toutes petites victoires d'étape sur cette question de l'IVG sont quand même extrêmement importantes. Et un peu par rapport à ça, pour enchaîner sur la suite, j'ai envie de dire, voilà, on a parlé de toutes ces activités essentielles liées à la reproduction qui ont été quand même mise en avant ces dernières semaines parce que la situation a fait que voilà, on a parlé beaucoup plus des hôpitaux qu'on n'en a jamais parlé, on a parlé beaucoup plus, en tout cas en Suisse, des caissières qu'on n'en a jamais parlé, on a même eu, c'était très drôle, intéressant, pour la première fois de l'histoire de la télévision suisse, une caissière a été invitée aux 19h30. Donc enfin, voilà, je pense que ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience. Et puis, on a quand même beaucoup parlé de l'école à la maison, de la charge que ça faisait peser en plus sur les parents et particulièrement sur les femmes. Et en rapport avec ça, d'abord en ce qui concerne ces activités salariées, reproductives, elles ont permis donc de mettre, cette crise a mis en avant leur place essentielle et maintenant ces professions ont quand même des exigences de revalorisation salariale, revalorisation symbolique à défendre. Et donc, quelles sont, selon vous, les exigences qu'elles devraient mettre en avant ces prochains mois et puis surtout quels sont les modes d'action qui vont leur permettre de faire aboutir ces revendications-là, malgré le fait que c'est compliqué de descendre dans la rue, que c'est compliqué de faire des grèves et des choses comme ça. Peut-être que Julia, tu veux commencer là-dessus? Ah, d'accord. Et bon, je crois qu'ici dans l'État espagnol, la grève féministe des 3 années dernières ici a déjà fait un très bon travail pour reconnaître l'importance de certains travails reproductifs, salariés ou pas salariés. Mais je crois que à niveau général dans la société, il y en a déjà une reconnaissance de l'importance de ce type de travail ici dans l'État espagnol. Le problème n'est pas seulement la reconnaissance, mais que la reconnaissance devienne reconnaissance matérielle. Voilà. Et voilà la question importante, je crois. Parce que le risque maintenant ici, le risque maintenant est aussi de que nous nous arrêtions dans une reconnaissance symbolique seulement, que c'est toujours nécessaire, bien sûr, mais qui n'est pas suffisant. Et nous avons besoin d'un reconnaissance, d'une reconnaissance matérielle aussi. Et les travailleurs et les travailleuses, surtout, ont besoin d'une reconnaissance matérielle. Parce qu'ici, tout le spectre politique, même l'extrême droite, je veux dire, parle des nouveaux héros de la nation qui travaillent, qui nettoient pour tous nous. Merci à vous. Mais il n'y a pas aucune mesure, aucune proposition politique réelle d'amélioration des conditions salariales, d'amélioration des conditions au boulot, etc. Alors là, la bataille, premièrement, est une bataille syndicale. Nous avions besoin de batailles syndicales dans les hôpitaux, dans les entreprises de nettoyage, dans les collectifs de travailleurs domestiques, etc. À Madrid, il y en a un exemple très intéressant.
c'est les syndicats des personnels sanitaires MAT, et ça veut dire Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad. C'est un syndicat avec beaucoup de représentations réelles dans les différents hôpitaux à Madrid, et un syndicat avec un discours très intéressant qui est capable de comprendre que le problème est en général le système capitaliste, qui est en train de signaler les contradictions des politiques néolibérales, de privatisation, etc. Alors voilà, la première bataille, je crois que c'est la bataille syndicale. Et quand la crise de Covid ne va pas finir l'année prochaine, mais la crise sanitaire peut-être. Alors, quand la crise sanitaire finisse, nous devrons donner la bataille sociale. Et je crois que le collectif qui va être le mieux situé, le plus légitimé pour présenter des exigences, pour se mobiliser, etc., va être le collectif sanitaire. Alors, on doit donner support aux syndicats de la santé, aux syndicats des travailleurs sanitaires dans ce niveau. Et deuxièmement, il faut donner la bataille politique et la bataille juridique aussi pour reconnaître les droits des travailleurs et travailleuses les plus précaires. Par exemple, ici, dans l'État espagnol, les femmes nettoyeuses ne sont pas considérées, pas les femmes nettoyeuses, mais les femmes qui travaillent dans les maisons, pour autres familles, je veux dire, ne sont pas considérées travailleurs de même type que le reste des travailleurs. Il y en a une catégorie spécifique seulement pour elles, et elles n'ont pas les mêmes droits que le reste des travailleurs. Ça va être une exigence historique des différents collectifs syndicaux, mais aussi des mouvements féministes, qu'elles soient dans la même catégorie que le reste des travailleuses. Mais maintenant, cette crise qui a donné l'évidence de leur importance, il faut que nous soyons capables de donner la bataille pour cette victoire. Parce que le gouvernement ici, aussi le gouvernement du Parti socialiste Unidas Podemos, a fait beaucoup de fois, a promis qu'il va changer la loi, mais la loi continue comme ça. Alors, il faut donner ce type de bataille parce que, pour que la reconnaissance ne s'arrête dans les reconnaissances symboliques, mais arrive aux reconnaissances matérielles. Merci beaucoup, beaucoup. Et peut-être sur l'autre versant du travail reproductif, donc disons le travail de reproduction non rémunéré, voilà, Nadia l'a un peu dit au début, le télétravail, ça a été pour les femmes l'empirement de ce qu'elles vivent tous les jours, avec une double journée de travail, avec des enfants à charge tout le temps, constamment, avec des repas à préparer pour toute une famille qui d'un seul coup est constamment à l'intérieur du logement, etc. Et donc, c'est une revendication de longue date du mouvement féministe de faire reconnaître la dimension genrée et la division genrée de ce travail reproductif. Mais peut-être que là, on est aussi dans une séquence qui permet encore plus que d'habitude de le mettre en avant. Et donc, encore un peu la même chose qu'avant, quels sont les modes d'action qu'il faut enclencher maintenant pour que cette division genrée du travail, elle soit actée, et puis pour qu'on aille vers un début de meilleure répartition de ces tâches, ou en tout cas déjà dans un premier temps dans la reconnaissance de la dimension un peu injuste de la séparation de ces tâches de travail reproductif. Et par exemple, une discussion qui a un peu lieu, en tout cas au sein du mouvement féministe en Suisse, c'est la question de la grève à la maison, de la grève du travail reproductif à la maison. Donc, on arrête de faire à manger, on arrête de s'occuper des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est une revendication qui, à l'heure actuelle, et un mode d'action qui, à l'heure actuelle, fait du sens et pourrait permettre de créer un certain rapport de force?
Ok, le micro. Je ne suis pas sûre sur ces questions-là. Et je crois que c'est problématique. Et en plus, dans cette situation nouvelle et bizarre de confinement, vraiment, il n'y a pas une possibilité réelle pour la plupart des femmes de faire ce type de grève maison. Et alors, je crois qu'il faut essayer une nouvelle pratique collective d'activité politique. C'est vrai il faut continuer à sortir au espace public d'une nouvelle manière. Il faut repenser la manière dans laquelle l'on fait notre activité politique, mais il faut sortir de la privacité presque clandestine dans la maison de chacune. Il faut donner une dimension collective, une dimension politique, parce que politique, ça veut dire collectif à ce type de demande, à ce type de lutte. Et je crois que si nous avons maintenant la possibilité d'expliquer à une grande part de la population l'essence des services publics, et surtout que les services publics ne sont pas seulement la santé et l'éducation, que bien sûr, il faut les défendre parce qu'ils ont été attaqués, mais il faut expliquer que nous devrions avoir beaucoup d'autres services publics, aussi dans la question des soins, parce que quand l'on parle des soins, on pense toujours des adorables petits enfants, mais il y en a tellement de familles avec des personnes âgées, dépendantes, qui sont dans la maison et avec personne n'est capable de les donner les soins professionnels nécessaires. Alors, quand l'on parle de ça, nous devions parler de la nécessité des services publics, de changer la structure fiscale de l'État pour être capable d'avoir le suffisant argent pour financer des services publics de ce type. Je crois que c'est une question importante. Et aussi, quand on parle de travail reproductif pas rémunéré, on doit parler de la situation des femmes migrantes et pas régularisées. Ici, le mouvement féministe est dans une campagne qui n'est pas à l'origine, n'est pas notre, mais nous nous sommes ajoutés. Une campagne qui s'appelle Régularisation urgente, régularisation ya, qui pose l'exigence de la régularisation pour toutes les personnes migrantes sans papier, et pour les permettre d'accéder à tous les droits des citoyens maintenant dans ces moments de crise et d'urgence médicale, mais aussi sociale dans un niveau plus large. Merci beaucoup. Je crois que Nadia, tu voulais ajouter quelque chose sur cette question-là? Oui, quand Julia parlait des revendications à avancer maintenant et de la nécessité de l'organisation au niveau syndical, je voulais ajouter, mais je crois qu'elle l'a déjà fait aussi dans la seconde partie de son intervention, la question d'organiser les usuaires des services aussi et de s'organiser de façon plus générale pour revendiquer exactement les investissements dans le secteur public à tous les niveaux. Donc, exactement le contraire de ce que les politiques d'austérité ont fait dans les dernières décennies, c'est-à-dire des embauches dans ces secteurs-là, soit dans les hôpitaux, soit dans l'éducation, dans tous les secteurs que Julia a aussi mentionnés, qui sont un peu considérés marginaux normalement et qui maintenant sont apparus comme essentiels. Et cela permet aussi, et là, on piétine déjà un peu sur la prochaine question au niveau stratégique,
ça permet de mettre sur le plat la question de quel type d'éducation, par exemple, nous voulons, comment nous voulons imaginer une autre type d'école. Bon, c'est pas seulement question de distanciement social, mais aussi on veut des écoles peut-être où les enfants sortent plus, ils sont plus en contact avec des réalités, avec la nature, avec d'autres sphères de l'éducation qui ne sont pas juste asseoir sur un banc et emmagasiner tout ce qu'une enseignante ou un enseignant a à dire. Donc, ça nous donne, mais en même temps, il faut l'embauche de beaucoup plus de personnel enseignant pour pouvoir gérer ce type d'éducation-là. Bon, le même raisonnement au niveau des transports publics, au niveau de la planification urbaine, de l'environnement. Donc, beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus de personnel d'embauche dans ces secteurs qui sont essentiels et qui nous posent les questions de grande envergure de comment nous imaginer une réforme de tous ces services qui sont essentiels, même de l'aménagement du territoire et tout ça. Et donc là, bon, une chose aussi, quand on a parlé de migrantes, donc travail domestique par exemple, mais aussi je pense à la question de l'agriculture et des migrantes et des migrants qui travaillent, qui sont considérés que des bras qu'on utilise et qu'on jette. Bon, maintenant, il s'est avéré absolument nécessaire que ces gens soient là aux yeux de beaucoup de monde. C'est apparu qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour que nous ayons à manger, pour que nous ayons des produits agricoles. Donc, tout à coup, ce n'était plus une invasion de gens qui venaient de l'extérieur, mais c'était la main-d'œuvre essentielle. Donc, là aussi, donc, toute la question de régularisation, ça devient plus seulement une question de justice et d'égalité, mais aussi de nécessité. Donc, je crois que là, nous ouvrons tout des possibilités, un éventail de possibilités dont nous devons, d'une certaine façon, profiter pour aborder une stratégie plus globale. Et donc, pour enchaîner justement sur cette question de stratégie, Tamara a expliqué avant qu'en Suisse, le collectif de la Grève féministe avait sorti un document pour une sortie féministe de cette crise. Et je pense que voilà, Nadia, ce que tu viens de dire, ça montre bien qu'une sortie féministe de cette crise ne se focalise pas seulement, même si c'est déjà énorme, sur des questions qu'on pourrait identifier de prime abord comme étant purement féminines, mais finalement que c'est des stratégies beaucoup plus globales qui touchent à des choses aussi larges que l'agriculture, l'aménagement du territoire, les transports publics et plein d'autres choses dont il faut qu'on discute et dont il faut qu'on s'empare. Et donc, est-ce que vous pourriez un peu développer une première vision de cette stratégie pour une sortie féministe de crise? On n'arrivera pas à un plan tout prêt, je pense, aujourd'hui, et ce n'est pas le but, mais nous donner un peu vos impressions et vos inputs sur cette question-là. Peut-être Aurore, pour commencer. Oui, alors la difficulté à laquelle je pense on est tous et toutes confrontés, c'est qu'à la fois il y a une assez grande prise de conscience, je pense, des limites du système capitaliste suite à cette crise qui est tout à la fois une crise sanitaire, une crise économique et une crise politique quand même, parce que nos gouvernements se sont quand même beaucoup décrédibilisés dans l'affaire, ont menti, on a su qu'ils avaient menti, enfin ils souffrent quand même d'une remise en question, on va dire latente,
assez forte. Et dans le même temps, comme on sort de 2 mois, voire plus, de confinement, et comme on est dans une situation un peu d'entre-deux, entre le déconfinement et le confinement, entre sortie d'une phase en tout cas de l'épidémie, et en même temps, on est toujours suspendu à une autre phase possible, et qu'en plus, comme je l'ai dit ultérieurement, nos droits sociaux, eux, sont toujours confinés. On a une sorte de décalage entre nos possibilités d'action finalement et à mon avis, la prise de conscience bien réelle que la crise a favorisée. Et du coup, c'est difficile d'avoir une réponse toute prête sur comment il faut faire. Mais en tout cas, pour moi, nos tâches, c'est d'arriver progressivement, à mesure que la situation elle se sécurise, à exprimer cette colère qui est réelle avec un maximum voilà, en gardant au maximum la sécurité pour les travailleurs et les travailleuses. Et pour moi, il y a un peu deux points d'appui, en tout cas dans le contexte français. Le premier point d'appui, c'est vraiment les personnels de la santé, parce qu'en France, la crise du coronavirus, elle a éclaté en fait au beau milieu d'un mouvement social en fait qui a commencé dès 2019 dans la santé et qui de toute façon, même avant, très régulièrement, il y avait des mouvements sociaux, mais là, disons qu'il y a eu vraiment la concomitance entre les deux. C'est parti des urgences, il y a eu plus de 2000 chefs de service qui ont démissionné. Enfin bref, une prise de conscience globale du secteur qui avait un problème. Et là, avec le déconfinement, c'est aussi dans ce secteur-là qu'à l'heure actuelle, se concentre un peu la mobilisation. Donc, avec des rassemblements qui sont organisés devant les hôpitaux, avec des petites manifestations au sein des hôpitaux. Mais la difficulté, c'est à la fois de réussir à coordonner les différents hôpitaux, parce qu'avec la logique néolibérale, ils ont été très individualisés, avec des budgets propres pour chaque hôpital, donc déjà sortir de là, et puis sortir aussi de l'aspect juste un secteur pour pouvoir agréger plus d'un secteur. Mais en tout cas, on peut dire que en ce moment, c'est ce secteur-là où ça bouge un peu, qu'à mon avis, il faut suivre de plus près. Et dans une perspective féministe, c'est quand même intéressant parce que on pourrait essayer de recréer des liens entre soignants et soignés, un peu sur le modèle des luttes féministes des années 70. On avait en fait des comités pour le droit à l'avortement qui rassemblaient tout à la fois le personnel de santé et en fait des gens extérieurs au monde de la santé, et dans une perspective à l'époque de défense du droit à l'avortement, enfin pour légaliser le droit à l'avortement, et aujourd'hui qu'on pourrait faire autour des enjeux de santé qui, bien sûr, repose tout un tas de questions qui dépassent très largement la santé, qui, du coup, pose en fait un peu la question de tout ce qu'on a dit sur comment produire, que prioritariser, comment organiser nos vies. Et à mon avis, ça, c'est un point d'appui. Et le deuxième point d'appui, un peu en termes de stratégie, c'est ce qu'on a dit un peu. Il y a une nouvelle vague du féminisme qui s'est déployée depuis plusieurs années, qui va pas être arrêtée en fait par le coronavirus, qui est à l'échelle internationale, et à mon avis il faut continuer à appuyer là-dessus. Et si j'étais tout à fait d'accord sur le fait que la grève juste du travail reproductif ménager était limitée, moi je pense qu'on peut s'appuyer sur le fait qu'il y a eu quand même une mise en avant du mot d'ordre de grève féministe, mais avec l'idée qu'il faut vraiment que ce soit le plus large possible, c'est-à-dire grève de l'ensemble du travail reproductif, et même grève qui fasse le lien avec le travail productif, parce que de toute façon, les femmes, elles sont dans les deux sphères, parce que de toute façon, une partie de la reproduction, en fait, est déjà dans le secteur privé. Enfin bref, à mon avis, on peut s'appuyer sur le fait que voilà, le mouvement féministe a porté le mot d'ordre de la grève pour le reprendre à notre compte aujourd'hui. Ça, c'est un peu mes premières pistes. Est-ce que Tamara, tu veux enchaîner sur cette question? Oui, volontiers. Du coup, ça se situe exactement dans la continuité de ce qu'ont déjà dit Nadia et Aurore. Aussi au niveau de la Suisse et puis notre mouvement de la grève féministe, notre mot d'ordre, c'est justement, on ne veut plus de cet ancien monde, en fait. Et cette crise, il faut commencer en fait, à se mobiliser déjà maintenant. Ce ne sera pas après la crise, mais déjà maintenant, envisager quelles réponses on veut, donc quelle société on veut vivre,
Et notamment, nous, la Grève féministe suisse, dans notre sortie féministe, on proposait tout un tas de choses, non seulement de réinvestir beaucoup plus dans les services publics, dans tout ce qui est le soin, l'accueil des enfants, etc., mais aussi justement de réduire le temps de travail, parce qu'en Suisse, on travaille quand même entre 40 et 42 heures par semaine, ce qui est énorme, ce qui ne nous laisse aucun temps de faire autre chose. Donc, vie est vraiment dédiée au travail, à l'économie. Voilà, on aimerait aussi produire plus localement. On met vraiment toute une série de revendications en avant pour dire que le système dans lequel on vit actuellement, il n'est pas du tout soutenable ni durable en tant que tel. Et qu'au bout d'un moment, on ne pourrait plus continuer comme ça. Et ce que je trouve aussi important de ce que disait Julia, ici, de la même manière, pour les revendications clés, c'est vraiment autour de cette reconnaissance sociale et salariale de ces métiers précaires et précarisés. Alors oui, d'une part occupés par les femmes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes étrangers en Suisse qui travaillent dans les chantiers, dans le nettoyage, etc. Et c'est vrai que je pense que c'était un peu le cas chez vous aussi, mais pendant longtemps, on se satisfaisait d'applaudir dans nos balcons les infirmiers, les caissières et tout. Et aujourd'hui, en fait, on aimerait dire, c'est très bien d'applaudir, mais les applaudissements, en fait, ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec les applaudissements qu'en fait, on va payer nos factures. Ce n'est pas comme ça qu'on va améliorer, en fait, voilà, les conditions de travail. Et en plus, ce qui était un peu énervant, en fait, pour nous, les féministes aussi, c'était que caissières ou infirmières, d'un coup, on les appelait des héroïnes. Voilà, ce sont nos héroïnes et tout. Alors que, au final, on ne leur reconnaît rien du tout matériellement, comme disait Julia. Maintenant, il y a des négociations, voilà, aussi avec les syndicats et tout, pour que, par exemple, les caissières, elles aient une prime de reconnaissance, on va dire. Voilà, on va leur donner quelques centaines de francs, mais c'est rien du tout. Les métiers restent précaires et je pense que c'est sur ça qu'en tant que mouvement féministe, on doit vraiment appuyer. Et j'ai l'impression que cette crise, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle nous a donné raison. C'est en fait sur ce qu'on mettait de doigt mais depuis des années. Et on voit très bien en fait, que ce sont les femmes qui payent vraiment beaucoup la facture de cette crise. Et elles nous donnent raison. Et je pense qu'il y a aussi discuter entre nous, entre les mouvements féministes à l'international, comment on s'organise, comment on prépare la rentrée. Moi, c'est aussi ça qui nous intéresse personnellement, mais aussi au sein de la grève féministe. En même temps, c'est compliqué, on en parlera encore à la fin, de mobiliser alors qu'il y a toutes ces interdictions et tout ça. Mais c'est important qu'en fait, tous les travailleuses et travailleurs de la reproduction sociale se mobilisent, sortent dans la rue et qu'en fait, on ne laisse plus rien passer. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Et puis, au niveau de stratégie, je crois que c'était le cas dans vos pays aussi. En Suisse, on s'est rendu compte que l'État ne donnait pas du tout des réponses satisfaisantes et qu'en fait, on a dû s'auto-organiser. Et notamment, par exemple, nous, en Suisse, personne n'a parlé des augmentations en fait, des violences conjugales, violences domestiques. Nous, en Suisse, on n'a même pas un organe qui évalue, qui fait le recensement sur combien de personnes. C'est quand même assez grave. C'était des revendications qu'on a pu depuis un moment, alors qu'en fait, on a signé la Convention d'Istanbul en 2018, mais on ne l'a pas appliquée. Et partout, en fait, dans le monde, on a entendu qu'il y a une augmentation des violences conjugales, mais en Suisse, personne n'en dit rien. La police dit, voilà. Et du coup, il n'y avait pas de réponse. Et du coup, le mouvement féministe s'est organisé tout seul, a sorti les numéros d'urgence, on les a imprimés dans les pharmacies, dans nos bâtiments, vraiment partout. La même chose pour les travailleuses du sexe. C'était nous, en fait, qui avons ouvert les fonds publics économiques. On a récolté l'argent, les postes solidaires pour les personnes précaires. Voilà. Dans les caravanes solidaires de distribution de nourriture, des brigades populaires, c'était aussi encore une fois les femmes. Dans les quartiers, je pense qu'on a tellement de choses à faire. Et puis, je pense qu'en tant que féministe, en fait, on doit préparer cette résistance à la rentrée, faire des grèves aussi. Je crois qu'en Italie, vous avez quand même pu faire des grèves dans la métallurgie. Je crois qu'en Belgique aussi, un peu dans les textiles. Ici, en Suisse, on a la paix de travail. Très compliqué de faire des vraies grèves. Mais je pense que c'est ça, en fait, la vraie réponse. Il faut organiser les grèves autant dans la sphère productive que reproductive. Est-ce que, Julia, tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, merci. Bon, je crois que peut-être dans le sud de l'Europe, spécialement l'Italie et l'État espagnol, on ne va pas sortir de la crise. Mais en plus, le capitalisme lui-même n'est pas capable de sortir de la crise non plus. Et nous sommes dans une période historique qu'on ne va pas continuer avec une crise, mais après une longue période de stabilité, et voilà. Et dans ce nouveau siècle, ça ne va pas exister plus.
Alors, on doit penser dans ces concepts, dans ces nouveautés. Oui, parce que la situation va être tellement difficile. Et nous avions déjà regardé bon, la situation de la Grèce, la dernière crise. Et moi, je crois que c'est tellement possible que l'État espagnol ou l'Italie sont en train d'aller par ce chemin. Alors, on doit penser dans ces contextes parce que la situation est vraiment d'émergence et d'urgence sociale et on doit accepter la réalité. Alors, de ces points de partie, je suis d'accord avec Nadia, on doit discuter les discours de l'austérité. L'austérité ne peut pas être la solution parce que l'austérité est le problème il-même. Et nous avions besoin de beaucoup plus de financiation publique, de beaucoup plus de services publics, mais ce n'est pas possible de faire ça avec la structure de recaudation que l'on a maintenant. Alors, on doit donner la bataille dans ces questions de la structure de recaudation, de la question impositive et de quels secteurs de la société vont payer la crise. Parce que quand on parle du féminisme, des mesures féminisme, des solutions féministes, etc., et quelquefois, nous pensons dans les féministes quand quelque chose de sectoriel, isolé du reste des mesures sociaux. Mais bon, avant, nous parlions de la reproduction sociale. Une chose très importante qui montre le féminisme et la reproduction sociale est que nous ne pouvons pas comprendre le féminisme comme une chose isolée. Le féminisme et la lutte féministe partent d'une chose très plus grande. Alors, il ne va pas être possible de faire des mesures féministes, de socialiser les soins, d'améliorer les lois contre les violences sexistes, de donner des meilleures conditions au boulot aux femmes travailleurs précaires. Tout ça ne va pas être possible si nous continuons avec plus de libéralisme et avec plus d'austérité. Alors, notre obligation dans un sens stratégique maintenant est donner ces batailles, essayer de pressionner notre gouvernement ici dans l'Italie, n'importe où, pressionner notre gouvernement pour appliquer des mesures sociales pas sur la dette, mais sur un changement de la manière de recaudation publique. Il y en a un petit groupe de personnes qui ont vraiment des millions et millions d'euros, qui ne payent pas des impôts ici, etc. Et il faut donner la bataille pour qu'ils soient ces groupes qui paye la crise, parce que ce n'est pas notre faute et ce n'est pas possible qu'il soit toujours les secteurs les plus misérables, ça veut dire les femmes travailleuses, ça veut dire les personnes migrantes, ça veut dire la classe ouvrière qui peut la misère. Alors, je crois que c'est la principale bataille et ça va être très dur parce que la crise sanitaire est en train d'être utilisée pour justifier la prohibition des droits politiques. Mais il faut imaginer une autre manière de nous manifester, mais aussi de reconquister notre droit politique et notre droit civil. Je crois qu'une des principales batailles va être là les prochains mois.
Merci beaucoup. Est-ce que Nadia, tu veux encore rajouter quelque chose sur cette question-là ou est-ce qu'on passe à la dernière question? Oui, juste, je vais bien enchaîner de nouveau sur ce que Julia dit, parce que je me rappelle un vieux slogan qu'on avait et qui était très simple, mais très essentiel et radical, c'est-à-dire prendre l'argent là où il est. Bon, c'est très clair. Bon, maintenant, j'avais lu des chiffres, je ne les ai pas retenus, mais sur la distribution des dividendes en époque de coronavirus. Donc, les grands groupes multinationaux ont profité énormément pendant cette crise-là. Donc, il est assez clair que pour appliquer notre modèle de société ou même juste ces mesures qu'on disait d'investissement dans les secteurs qui sont essentiels pour la qualité de la vie d'un point de vue féministe, il faut de l'argent, il y en a, il faut les prendre là où il est. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins on a les idées claires. Alors, complètement, nous, on a un slogan qu'on répète souvent dans les manifs, c'est de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Je pense que ça incarne assez bien ce que tu disais. Et donc, un peu pour conclure, voilà, je pense vous étiez toutes d'accord entre vous pour dire que ces revendications féministes doivent être quelque chose d'englobant et que finalement, le problème, ce n'est pas le virus qui nous a frappé, c'est le capitalisme. Mais est-ce que vous pensez que les mouvements féministes tels qu'ils existent aujourd'hui en Europe, mais aussi partout ailleurs dans le monde, en Amérique latine, il y a eu des mobilisations incroyables depuis plusieurs années, sont dans une position où ils peuvent établir un rapport de force suffisant pour faire changer les choses, en fait. Et comment essayer de le faire, avec quels alliés aussi, en tissant quels liens avec d'autres mouvements. En Suisse, on parle beaucoup de réussir à créer un réel lien entre mouvement féministe et mouvement pour le climat. Donc voilà, est-ce que vous pensez que c'est des choses qui sont envisageables aujourd'hui et comment faire pour les concrétiser, en fait, et pour réussir à créer ce rapport de force-là? Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut commencer sur cette question assez vaste. Peut-être Tamara, comme tu n'as pas encore commencé. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est une question qui est, bah, voilà, c'est un peu une incertitude. C'est ce qu'on aimerait, bien sûr, je pense, créer ce rapport de force. Et en même temps, comment dire, ce système est tellement dur, il nous frappe tellement, il pèse lourdement sur toutes les catégories très marginalisées. Donc oui, bah, faut s'organiser, il faut s'allier, je pense, avec des secteurs aussi qui sont moins organisés que nous. Ça a été dit déjà par les camarades. Je pense qu'il faut faire tout un travail parce que ce sont nous, en fait, au final, qui produisons les richesses. Ce sont nous, en fait, vraiment les personnes bah, voilà, qui travaillons, en fait, bah, pour voilà, prospérité de tous ces États capitalistes. Et au bout d'un moment, il va falloir reconnaître, en fait, la valeur du travail qu'on produit. Mais c'est dur. Après, c'est sûr qu'au niveau des alliances, au niveau suisse, bah, on a eu de ces mobilisations pour le climat avec lesquelles on essaie de travailler. Je pense que c'est important parce qu'en fait, la société qu'on veut, bah, c'est une société de la même manière. On a des revendications communes avec le mouvement pour le climat, mais il y a aussi plein d'autres mouvements avec qui je pense qu'on devrait tisser ces liens. Mais en même temps, c'est difficile parce que chaque fois, j'ai l'impression qu'on avance un peu et puis bah, on est 2-3 pas en arrière, on recule parce que des mesures d'austérité sont, bah, quand elles frappent, c'est très dur. En Suisse, ça fait un moment qu'on se bat contre l'augmentation de l'âge de la retraite et à un moment donné, même, même au niveau, tout le monde plus ou moins soutenait quand même la grève féministe en Suisse. Et 11 semaines seulement après le 14 juin 2019, bah, en fait, on nous a annoncé une nouvelle réforme qu'on avait combattue qui disait bon, bah, il y aura une réforme de la retraite, on va augmenter l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, alors que c'était sur ça que le mouvement féministe en Suisse était né. C'est parce qu'en fait, on avait gagné cette bataille au référendum, et puis maintenant, ça nous revient. Et maintenant, la droite dit, ah, mais on va travailler jusqu'à 67 ans. Et comme disait aussi Julia, c'est maintenant, bah, ces règles sanitaires, ce sera en fait voilà, une justification de nous arrêter nos mobilisations, mais aussi de nous faire payer cette crise. Et je pense que bah, il faut nous organiser, il faut nous allier avec d'autres mouvements. Et je pense même au niveau international, faudrait trouver une manière de faire. Mais c'est sûr que c'est pas passager, que ça va durer encore un moment et qu'en fait, on n'a même pas encore senti les conséquences économiques. Je pense que ça va arriver. Mais je suis persuadée, en fait, en stratégie féministe,
internationaliste, anticapitaliste, je suis persuadée qu'un jour, on va gagner et qu'en fait, on est obligé de faire ce rapport de force parce que justement, ce sont nous qui produisons la valeur dans tous ces pays. Voilà. Nadia. Ben, c'est pas par hasard si on est resté muette toutes les quatre à un moment, parce que c'est la question, évidemment, la plus difficile. Tamara a commencé à donner une partie de réponse. Malheureusement, on n'a pas toutes les réponses en main, mais on avance en tâtant un peu et surtout en résistant. À part ce qu'elle a dit, je crois qu'il y a une autre piste sur laquelle on est déjà en train d'avancer un peu, surtout de nouveau soit en Amérique latine que dans nos pays de l'Europe du Sud, c'est-à-dire en fait, ça fait partie aussi un peu de la théorie de la reproduction sociale, c'est-à-dire de soustraire des morceaux de vie à la dépendance du salariat, d'un travail salarié, c'est-à-dire des mesures de survie, de solidarité, d'aide mutuelle qui sont en dehors de la sphère monétaire ou de l'accumulation du capital au moins, qui nous permettent de résister et en même temps d'introduire une dimension de construction alternative de la société que nous voudrions, égalitaire, féministe, inclusive. Bon, évidemment, je me rends compte que ça peut paraître un peu utopique, mais en fait, ça donne aussi des réponses très concrètes. Bon, j'ai voyagé un peu en Amérique latine aussi, au niveau même des quartiers populaires les plus pauvres. Il y a question de entraide, échange matériel, troc, on dit ça en français, potager urbain, cuisine communautaire, construction, donc tout le discours sur la construction des communs, des biens communs, des services communs, d'un nouveau... Bon, tout ça, c'est, disons, une autre dimension, mais que nous pouvons commencer à pratiquer, que nous sommes déjà obligés à pratiquer pour donner des réponses aussi très matérielles et très immédiates, mais qui ont d'un autre côté une ligne stratégique et de long terme qui est importante. Bon, ça c'est un peu ce que j'avais envie d'ajouter. Est-ce que Aurore, tu veux ajouter aussi quelque chose sur ce vaste sujet, cette vaste question? Oui, bah, j'étais d'accord avec ce qui a été dit. Je ne sais pas si je vais ajouter beaucoup de choses, mais peut-être pour aller dans le sens de ce qui a été dit. Moi, je pense que pour le mouvement féministe, il y a vraiment une nécessité de développer les liens internationaux. Et du coup, je trouve que cette rencontre, c'est vraiment une excellente initiative, notamment parce qu'on se rend compte à quel point en fait, les situations, même si à chaque fois elles s'incarnent différemment en fonction des pays, elles sont quand même très similaires. Et là, c'est vraiment frappant, en fait, tout ce que vous disiez sur nos différents pays. En fait, c'est exactement la même chose en France. Enfin, je ne sais pas si c'est particulier de la situation ou si c'est toujours comme ça, mais en tout cas, vraiment, là, on voyait qu'il y avait plein de ponts et que du coup, bah, la même façon qu'en fait, il y a une organisation capitaliste internationale, ben, la réponse, elle doit s'organiser à une échelle internationale. Il y a déjà des premières tentatives qui vont dans ce sens-là et je pense vraiment pour le mouvement féministe, c'est la voie à poursuivre, c'est continuer à tisser à une échelle internationale le réseau et peut-être
là, à l'échelle, en tout cas européenne, voir si en septembre, on ne pourrait pas faire des rencontres dématérialisées pour continuer les discussions. Moi, à mon avis, c'est une piste qui est envisageable. Et puis sinon, sur la question du lien entre les différents mouvements, ben, bien sûr, je suis 100% d'accord. La théorie de la reproduction sociale, comme on l'a tout dit, en fait, c'est une théorie qui est unitaire et qui montre que en fait, tous les rapports sociaux de domination sont construits ensemble et fonctionnent ensemble. Et du coup, là aussi, si on veut une réponse, ben, il faut une réponse unitaire. Donc, même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça a été dit aussi, et même si c'est compliqué d'avancer unitairement, ben, il faut faire le lien entre le mouvement féministe et notamment le monde du travail. Et je crois que en ces temps précis, le nœud va se poser sur vraiment comment est-ce qu'on peut concrètement stopper la production et la reproduction telles qu'elles sont organisées maintenant pour mettre en place d'autres façons de produire et de reproduire. Et donc, ça, à un moment, c'est la question de la grève qui se pose, quoi. Après, voilà, comme on l'a dit, ça ne se fera pas en un claquement de doigts et on construit ça au jour le jour. Voilà. Julia, je te laisse peut-être conclure sur cette question. Bon, cette question était déjà compliquée au commencement, mais maintenant, ajouter quelque chose, c'est vraiment difficile. Non, je suis très d'accord avec mes camarades, mais aussi ce dernier point sur faire la liaison entre les mouvements, je la trouve très important pour les moments immédiats. Et je crois qu'une des choses que les collectifs, les organisations féministes, nous devons faire est d'essayer de construire des vraies liaisons avec des autres mouvements sociaux. Et par exemple, les réseaux des super mutuelles dans les quartiers populaires ici marchent très bien. Et je suis d'accord avec Nadia, mais c'est vrai qu'il faut donner des éléments politiques au réseau des supports mutuels. Parce que sinon, il existe les dangers qu'il reste quelque chose de résistentialisme, mais avec pas d'horizon d'émancipatoire. Voilà. Et alors, je crois que notre obligation aussi est d'essayer de donner cet élément plus politique pour augmenter le potentiel de ce type de réseaux, des espaces, etc. Et bon, et je crois que surtout, une autre des clés peut-être pour comment nous organiser dans cette nouvelle période, c'est d'essayer de nous auto-organiser dans chaque espace, chaque lieu où nous sommes. Notre lieu de travail, mais aussi notre quartier, mais aussi les secteurs professionnels ou social concrètes dans lesquels nous appartenons. Voilà, et de là, de cette auto-organisation, commencer à construire les liaisons. Et voilà, alors de construire ces micro-pouvoirs, mais d'essayer qu'ils ne restent pas micro, mais qu'à travers les liaisons, ça peut-être peut changer petit à petit la corrélation des forces. Super, un grand merci pour vos réponses à toutes et pour ces discussions vraiment très intéressantes.